Deux membres du gouvernement face à la presse pour faire le point de l'opération de distribution de la carte nationale biométrique sécurisée. Ils se réjouissent du bon déroulement de l'opération et invitent les Maliens à aller retirer leurs cartes biométriques dans les différents centres de retrait. Cette bonne nouvelle, l'hôpital du Mali a désormais une unité de procréation médicalement assistée, entendez là un centre permettant de prendre en charge les femmes qui ont des difficultés à concevoir un enfant. L'inauguration de cette unité de l'espoir a été couplée au lancement de la semaine d'échange académique Chine-Mali. Également dans ce 20h, des témoignages des transporteurs et autorités locales de Tombouctou sur la situation de Ber. À travers une conférence de presse, ces citoyens donnent la vraie information pour barrer la route aux rumeurs propagées sur certains médias et sur les réseaux sociaux. Savez-vous que chaque outil utilisé par le tisserand correspond à une symbolique? En fin de journal, dans la chronique Un jour une formule, Sori Ibrahima Keïta nous donnera des mystères qui renferment ces corps de métier. Le but est de nous faire savoir qu'en Afrique, les outils de travail constituent une représentation de bien sûr de nos règles d'organisation de la société. Vous servir est un réel plaisir pour nous. Bonsoir à vous, merci et bienvenue dans ce journal. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu hier après-midi à Koulouba une forte délégation de la Fédération de Russie. Cette délégation, conduite par le vice-ministre de la Défense russe, a été dépêchée au Mali par le président russe Vladimir Poutine. Au centre des entretiens, le renforcement des liens de coopération en matière de défense et de sécurité entre les deux pays. Il a été aussi question de la situation sécuritaire globale dans le Sahel. Voilà une délégation russe reçue au palais de Koulouba par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, au centre des entretiens, le renforcement des liens de coopération en matière de défense et de sécurité entre le Mali et la Russie. Il a été aussi question de la situation sécuritaire globale dans le Sahel. Nous restons à Koulouba où le président de la transition a également reçu une délégation de l'Assemblée législative du Parlement burkinabé. Cette délégation parlementaire était venue faire le point de sa mission au colonel Assimi Goïta, mission marquée par plusieurs rencontres avec les membres du CNT. Awa Fofana, deuxième vice-présidente de l'Assemblée législative du Parlement burkinabé, est interrogée par Doukoufana Traoré. En séjournant en terre malienne, nous ne pouvons y retourner sans voir son Excellence, Monsieur le Président malien. C'est dans ce cadre qu'il a bien voulu sacrifier quelque temps pour nous recevoir ce matin. Et juste pour lui dire un grand merci pour avoir accepté que les deux parlements se réunissent à Bamako pour faire un échange de compétences entre les deux parlements. Et les deux parlements, c'est à travers deux commissions. La commission des finances et du budget du Burkina et la commission des affaires étrangères, de défense et de sécurité du Burkina, avec trois commissions au niveau du Mali. La commission des affaires étrangères, la commission de défense et la commission des finances. Nous avons fait le devoir de venir auprès de son Excellence, Monsieur le Président du Mali, pour faire le point de notre séjour. C'est des échanges fructueux et nous ressortons grandis de ces échanges-là, parce que ça va nous permettre également d'améliorer un peu nos conditions à travers ces échanges. Le Burkina et le Mali ne forment qu'un seul peuple, c'est des peuples qui vivent en harmonie ensemble. Et c'est cette synergie, il a apprécié positivement. Et dans cette dynamique d'action, il a également indiqué que nous devrons rester nous-mêmes. Le peuple burkinabé et le peuple malien a confiance en nous aujourd'hui. C'est à nous de mettre tout en œuvre pour rester dans cette dynamique afin de mériter cette confiance et d'aller au développement de nos deux peuples et vivre en harmonie.
Les membres du Conseil national de transition et la délégation de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso étaient en conclave ce matin pour faire le point des séances de travail entre les commissions des deux organes législatifs de transition. Ces échanges s'inscrivent dans le cadre du voyage d'études des membres de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso pour s'enquérir de l'expérience du Conseil national de transition du Mali. Nouhoum Sissoko. Les membres du Conseil national de transition et la délégation de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso en séjour au Mali se retrouvent pour faire le point des séances de travail des commissions jouant le même rôle dans les organes législatifs de transition des deux pays. Il s'agit de part et d'autre de la Commission des affaires étrangères, de la défense et sécurité et la Commission des finances. Les échanges ont consisté à partager les bonnes pratiques en matière de travail parlementaire. Nous ne regrettons pas de choisir le Mali pour venir nous enquérir de vos expériences et pour que nous allions ensemble. Nous avons des défis communs, que ce soit sur le plan sécuritaire et autres. Notre destin est lié. Vous allez bien vouloir effectivement réaliser un voyage d'études vers le Burkina afin que ce que nous avons amorcé depuis le lundi, que nous restons dans cette dynamique. Et tant que nous ne sommes pas unis, nous sommes vulnérables. Les membres du CNT adhèrent pleinement à cet exercice de partage d'expérience entre les deux organes législatifs de transition et se félicitent du choix porté sur le CNT par leur homologue du Faso. Nous nous inspirons l'un de l'autre. Nous n'avons pas le droit de reculer. Et cette transition, c'est le moment de faire de grandes réformes. Et le Burkina est venu s'inspirer de nos expériences. Les deux parties ont insisté sur la nécessité pour leur institution, voire leur pays, à dynamiser la coopération et mutualiser les efforts pour relever les défis communs aux deux États. Une délégation de l'APDP, Autorité de protection des données à caractère personnel, était ce matin au bureau du président du Conseil économique, social et culturel. Au cours de l'audience, le président de l'APDP a présenté son service et expliqué ses missions. La commission des affaires politiques du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine a aussi été reçue en audience. Le compte-rendu de ces deux audiences avec Batraoré. L'équipe de l'APDP, Autorité de protection des données à caractère personnel, est la première à ouvrir le carnet des audiences du jour au Conseil économique, social et culturel. À l'APDP, la réussite de la mission dépend en partie de l'harmonie dans laquelle les cadres et commissaires travaillent. D'ailleurs, l'APDP vient d'accueillir en son sein une nouvelle équipe de commissaires, ce qui justifie cette rencontre avec le président du Conseil économique, social et culturel. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel étant une institution très spéciale, il était essentiel qu'on vienne demander leur accompagnement, leur conseil, et également procéder à des séances de formation, d'information, de sensibilisation auprès des différents membres qui composent cette institution. Donc on a remis ces lots de documentation, donc constitués des textes, mais également des normes de l'APDP à Monsieur le Président pour mieux connaître la structure. La deuxième délégation à laquelle le président Yacouba Katile ouvre ses portes est celle de la Commission des affaires politiques du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine. Ce mouvement regroupe l'association Open Mali et le réseau national des jeunes filles et femmes rurales du Mali. L'objet de cette séance de travail était de présenter au président du Conseil économique le travail que nous faisons au sein de l'ECOSOC de l'Union africaine, d'avoir ses orientations pour nous permettre de mener à bien notre mission. L'autre objectif aussi, c'était de lui présenter plus globalement le travail que nous faisons au niveau africain sur les questions économiques, sociales et culturelles. Les deux délégations ont apprécié la disponibilité du président du Conseil économique, social et culturel et disent travailler désormais avec ses sages conseils. Donner le maximum d'informations, répondre aux différentes préoccupations sur l'opération de distribution de la carte nationale biométrique sécurisée. Tel est le centre d'intérêt du point de presse animé ce matin par deux membres du gouvernement. Les deux ministres se réjouissent du bon déroulement de l'opération et invitent les Maliens à aller retirer leurs cartes biométriques dans les différents centres de retrait. Mamari Koné.
Lancée le 11 avril 2023, l'opération de production et de distribution de la carte nationale biométrique sécurisée se poursuit normalement. Sur les 8 millions de cartes prévues pour cette première phase, plus de 5 millions et demi sont déjà disponibles. Des différentes interventions, il ressort que l'opération se déroule à la satisfaction du gouvernement. Sur l'objectif de 8 millions de cartes attendues pour cette première phase, je dis bien cette première phase, nous avions déjà réalisé 5 733 428 cartes. Donc il reste quasiment 2 millions de cartes. Et là aussi, on a un délai raisonnable qu'on a eu à donner à la société. Et la société se tient à respecter ce délai pour que nous soyons dans le temps imparti. Quand on regarde Bamako, il y a déjà 1 92 753 cartes qui ont été produites reçues, mais un rythme de retraite très timide. Vous voyez déjà, il n'y a que 85 600 cartes qui ont été retirées. Je puis vous rassurer que la carte d'identité biométrique sécurisée est une réalité. Les chiffres sont là, les chiffres parlent, ils peuvent aussi les vérifier où ils veulent. Pour la réussite de l'opération, un comité comprenant 3 départements ministériels veille au grain sous la supervision de l'autorité indépendante de gestion des élections EGE. Nous avons mis en place, par l'instruction interministérielle, le 8 août 2023, un dispositif simple. C'est-à-dire que dans toutes les circonscriptions administratives, les représentants de l'État vont créer par décision des commissions de remise. Commissions de remise dans lesquelles, bien entendu, il sera également précisé les différents sites de remise. Les chefs-lieux de communes, les chefs-lieux d'arrondissement, commissariat de police, les brigades de gendarmerie. Mais en plus de cela, pour nos compatriotes vivant à l'extérieur, les ambassadeurs et les consuls feront le même exercice. Le ministre d'État en charge de l'administration territoriale a insisté sur la gratuité de la carte. Il a par ailleurs invité la population à dénoncer les mauvais comportements pouvant entraver la bonne marche de l'opération de distribution. Il a enfin invité les Maliens à retirer leurs cartes dans les différents centres de retrait. Quand on regarde aujourd'hui les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'acteurs qui communiquent en lieu et place des structures gouvernementales. Faites beaucoup attention. C'est des informations erronées, c'est des informations visant d'autres objectifs. Ne vous fiez aux seules informations provenant des structures gouvernementales. Et nous comptons encore une fois beaucoup sur le monde de la presse pour nous aider à contrecarrer cette opération de désinformation. Le point de presse a pris fin par la visite de 2 magasins contenant les stocks de cartes déjà produites. On y retrouve les cartes de toutes les régions du pays ainsi que celles des représentations diplomatiques. Le médiateur de la République vient de faire le point de son rapport annuel 2022 aux hommes de médias. C'était à la faveur d'une conférence de presse suivie par notre reporter du matin qui nous apprend que le rapport comporte 5230 dossiers, 268 dossiers de réclamation et 334 dossiers d'interpellation. Suivons son reportage. Autorité indépendante créée en 1997, le médiateur de la République dont la mission est la satisfaction des citoyens partage le contenu de son rapport annuel 2022 avec la presse. Du 1er janvier au 31 décembre 2022, les services du médiateur de la République ont accueilli, écouté et orienté 5230 personnes sur l'ensemble du territoire national. Ils ont reçu 268 dossiers de réclamation et 334 dossiers d'interpellation. Après la gestion domaniale et foncière, il y a la justice, naturellement. Il y a la lenteur des procédures judiciaires qui est tout le temps évoquée. Ensuite, il y a les difficultés liées à l'exécution des décisions de justice. Ensuite, il y a les problèmes liés à la protection sociale des usagers de l'administration. Ensuite, il y a les problèmes liés aussi à l'éducation, à l'environnement, entre autres. Disposant d'un pouvoir d'injonction, le médiateur de la République aide les usagers à résoudre les problèmes qu'ils rencontrent avec une administration, une collectivité publique ou tout autre organisme chargé d'une mission de service public. Le médiateur de la République, dans son rapport annuel, justement, attire l'attention du président de la République sur la nécessité de mettre en œuvre les décisions de justice. Quand une administration refuse d'exécuter une décision de justice, le médiateur de la République a le pouvoir de lui adresser une lettre en lui impartissant un délai pour exécuter la décision de justice. Si l'administration ne s'exécute pas, le médiateur fait un rapport spécial au président de la République
et ce dernier est habilité à prendre les instructions nécessaires à cet effet. Avec l'élargissement de son champ d'action, le médiateur de la République peut également s'intéresser de toute autre mission particulière dans le cadre de l'amélioration de l'état des droits, de la gouvernance et des droits humains en matière de règlement de conflits. Le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration a reçu en audience le cinéaste et réalisateur Souleymane Cissé, lauréat du prix Carrosse d'Or. Les échanges ont porté sur l'archivage, la numérisation de ses œuvres et la présentation du prix Carrosse d'Or 2023. Ibrahim Kaoukounate. Cette audience accordée par le ministre en charge de l'économie numérique à l'icône du cinéma malien et international Souleymane Cissé avait pour but la présentation du prix Carrosse d'Or, l'une des plus grandes distinctions cinématographiques obtenues au mois de mai dernier lors du Festival de Cannes en France. Le cinéaste Cissé a saisi l'opportunité pour demander la numérisation des catalogues de ses œuvres. Je suis vraiment touché par l'accueil que le ministre m'a réservé. La communication, c'est la clé du progrès et c'est la raison pour laquelle je suis venu m'adresser à lui pour nous aider pour l'archivage, parce que j'ai tas de choses vraiment que je voudrais mettre en lumière et ce n'est qu'en numérisant, en mettant des valeurs que ces archives pourront exister. Et je voudrais aussi qu'il m'aide pour que les universités, le ministère de l'Éducation puisse vraiment rentrer dans le jeu afin que nos rêves se réalisent. Nous recevons aujourd'hui au département M. Cissé, qui est un monument très emblématique de la culture malienne. M. Cissé, dont l'œuvre cinématographique est exceptionnelle et qui continue encore à faire briller le Mali. Et donc aujourd'hui, nous l'avons reçu pour l'aider dans le travail d'archivage et de publication de certaines de ses œuvres afin que cette mémoire importante de M. Cissé puisse être pérenne au Mali. Je vais entrer en contact avec mon collègue de la culture qui s'emploie à cela avec beaucoup de détermination et de volonté et nous allons ensemble conjuguer nos efforts pour voir comment est-ce que ce travail peut être archivé, gardé pour les générations futures et publié aussi pour les générations présentes. Je connais Bara, Diomousso, Figné, qui sont vraiment des travaux cinématographiques d'une grande qualité. Et c'est vraiment exceptionnel et c'est pas pour rien qu'il a raflé beaucoup de prix. Et il a été, je crois, un des rares Africains qui a été membre du jury du Festival de Cannes. C'est pas donné. Et aujourd'hui, s'il nous apporte le Carrosse d'Or du même festival, c'est vraiment le Mali est très satisfait. À noter qu'avec ce prestigieux prix, Souleymane Cissé honore le cinéma africain. Il est le deuxième réalisateur du continent à remporter le prix Carrosse d'Or après le Sénégalais Sambel Ousmane. J'ai donné ça au ministre au nom de tous les cinéastes. Très beau trophée, hein? Visite ce jeudi du ministre de l'Agriculture dans la filiale ouest de la CMDT. Objectif, voir l'évolution de la campagne agricole, la gestion des intrants agricoles et la situation phytosanitaire. La Dambélé s'est rendue dans les champs de coton et de maïs de Oumar Diallo dans le village de Toumadala. L'état végétal de ces deux champs et ceux des alentours laissent présager de bonnes récoltes. Envoyés spéciaux, Chaka Konaté et Aboubakar Traoré. Les champs de coton et de maïs d'Oumar Diallo, d'une superficie de 3 hectares chacun, présentent un bon état végétatif. Ce producteur du village de Toumadala, filiale ouest de la CMDT, Kita, s'attend cette année à une production de 5 tonnes de coton et plus de 3 tonnes de maïs. Il a bénéficié de l'appui de la CMDT qui lui a livré à temps les engrais et produits phytosanitaires. D'habitude, nous faisons les semis au mois de juin. Mais cette année, nous avons fait les semis en juillet. Je n'ai pas rencontré de grandes difficultés. La CMDT m'accompagne en termes d'encadrement et d'approvisionnement en engrais et produits phytosanitaires. Autre constat, ces producteurs respectent les consignes données par l'encadrement de la CMDT, ce dont se réjouit le visiteur du jour. À vue d'œil, je crois qu'il a appliqué tout l'itinéraire technique qui a été conseillé par son encadreur. Pratiquement, vous avez vu le champ de coton à bonne mine. Et
Et par rapport aux parasites qui avaient impacté les résultats l'année dernière, il dit n'avoir pas rencontré de cas cette année. Mais qu'à cela ne tienne, il a eu tout ce qu'il lui faut pour y réagir en cas d'attaque. Il a fait déjà les traitements qui ont été recommandés et il a appliqué aussi la fumure minérale et la fumure organique à des doses recommandées. Comme vous avez vu, le champ a un bon aspect végétatif et pratiquement il n'y a pas de problème particulier. Les producteurs Oumar Diallo rencontrent des difficultés liées au renouvellement des semences de maïs, ce qui joue sur les rendements, d'où ces conseils du ministre de l'Agriculture. Le constat que je fais, c'est que le renouvellement de la semence ne se fait pas. Or, on sait très bien que le maïs, c'est une culture qui fait sa fécondation à l'extérieur. Donc quand tu ne renouvelles pas, au bout d'une année, 2 ans, 3e année déjà, tu as déjeuner de caractères. Donc les caractères récessifs qui sont cachés dans la variété peuvent ressortir. Et ça peut jouer sur la productivité et sur la qualité même de la production. Oumar Diallo appelle ses pairs à bien préparer la campagne agricole en s'y prenant dès que les premières pluies tombent. Changement climatique oblige. Il salue le gouvernement et la CMDT pour la mise à disposition des intrants. Salutations et remerciements également des familles Tunkara, Kamara, Keita et Sissé à l'endroit des autorités lors de la visite de courtoisie que le ministre Lassine Dambélé leur a rendue. Elles ont fait des prières et bénédictions pour une bonne campagne agricole et la réussite de la transition. Cette bonne nouvelle, l'hôpital du Mali a désormais une unité de procréation médicalement assistée. Entendez-là, un centre permettant de prendre en charge les femmes qui rencontrent des difficultés à concevoir un enfant. À travers certains mécanismes biologiques et chimiques, il est dorénavant possible pour ces femmes d'être mères. Un rêve devenu réalité grâce au concours du département de la santé et de la République populaire de Chine. Bokari Koulibaly. La problématique de l'infertilité de la femme au Mali, une question à laquelle les services de santé tentent d'apporter des remèdes. Selon une étude réalisée en 2022, 15 à 17% des couples sont touchés par cette pathologie dans notre société. Pour trouver une réponse à ces fléaux, le ministère de la Santé, en collaboration avec l'ambassade de Chine, dote l'hôpital du Mali d'une unité de procréation médicalement assistée. Beaucoup de femmes payent des millions pour aller à l'extérieur pour ce désir d'enfant. Si aujourd'hui, on peut satisfaire ces femmes ici, c'est un grand plus. Le processus a commencé par la construction d'un bâtiment qui est fait sur le budget national. La formation d'une première équipe malienne en Chine, la dotation en équipement, en matériel et l'appui et l'accompagnement de l'équipe par des experts chinois venus spécialement pour l'implantation du dit projet. Bon, déjà, on a de bons résultats. C'est pas, on me dit qu'il y a 10 grossesses qui sont déjà confirmées. Donc, félicitations déjà à toute l'équipe. L'inauguration du centre PMA a été couplée au lancement de la semaine d'échange académique Chine-Mali sur la médecine clinique, un cadre d'échange et de partage d'expériences entre acteurs sanitaires maliens et chinois. Les deux parties organisent cette semaine d'échange académique Chine-Mali sur la médecine clinique afin de fournir une bonne plateforme au personnel médical des deux pays pour apprendre l'un de l'autre, échanger leur savoir-faire et se perfectionner ensemble. Pour le bon fonctionnement du centre de procréation médicalement assistée, l'ambassade de Chine a fait don de lots d'équipements et de médicaments à l'hôpital du Mali. À la fin de la cérémonie, le ministre et sa suite se sont rendus au service de radiothérapie et d'imagerie de la structure. Sur place, colonel Assa Badiolo a constaté les travaux en cours concernant le portique de la salle de radiothérapie. Autre constat fait par les visiteurs, l'opérationnalisation du scanner. La machine était à l'arrêt depuis un moment. Parlons à présent de cette rencontre d'échange entre le ministre de la Santé, les associations de la société civile et les responsables des structures de santé. Cette rencontre tripartite a porté sur les questions relatives à l'amélioration de l'environnement de santé au Mali. Agibou Koulibaly. Le ministre de la Santé, dans ses mots de bienvenue, a souligné l'importance cruciale de cette réunion. Il a mis en avant l'engagement des autorités à améliorer la vie des citoyens
en renforçant la collaboration entre les associations de malades et les structures de santé. Au cours de la réunion, les participants ont exprimé leurs préoccupations avec une voix unie. Ils ont plaidé pour la création d'un environnement où la santé de tous sera une réalité. Les doléances étaient diverses et réfléchies. J'aurais souhaité, dans le cadre de notre travail, que vous nous désigniez un point focal parmi vos différents conseillers que nous pourrions rencontrer une fois par trimestre afin d'aplanir tous les problèmes. La plateforme demande aussi s'il est possible pour nous d'avoir un siège. Et enfin, la plateforme demande si elle peut être reconnue comme d'utilité publique. Mon association s'occupe de la déficience intellectuelle des enfants. C'est un handicap dur. Il n'est pas connu en plus. Et on manque cruellement d'abord d'oreilles pour nous écouter. On ne nous connaît pas, on ne sait pas que ces enfants existent. Donc là, ça a été une occasion pour moi de sensibiliser. Et aussi les préoccupations que j'ai soulevées, c'est notre besoin en formation. Le ministre en charge de la Santé a souligné l'importance vitale de cette collaboration en mettant en avant l'engagement inébranlable des autorités envers la santé. On a tenu à rencontrer toutes les associations de malades et on a aussi tenu que ce soit fait en présence de tous les directeurs des hôpitaux. Ceux qui ne sont pas ici en présentiel ont suivi par visioconférence. Donc tous les hôpitaux du Mali étaient connectés avec nous. On a échangé, on les a écoutés. Les directeurs des hôpitaux les ont rassurés et on va créer ce cadre de concertation pour pouvoir mieux comprendre leurs mots et les aider à gérer. Beaucoup de ces préoccupations que nous connaissons déjà, mais on va continuer à les recenser. On va faire un point focal par rapport à ça ici et ensemble, avec le temps, on va gérer ensemble, Inch'Allah. Cette rencontre marque le début d'une collaboration renforcée entre le ministère de la Santé et les associations de malades. Une collaboration qui promet des résultats positifs et des changements durables où chaque citoyen peut bénéficier d'une meilleure qualité de vie et où la solidarité transcende les obstacles. Ce 31 août marque la journée africaine de la médecine traditionnelle. La célébration de cette journée au Mali est observée à travers une conférence débat organisée par la Fédération malienne des associations des thérapeutes et herboristes en collaboration avec le département de la médecine traditionnelle. Koumba Sissé. Depuis les temps anciens, la médecine traditionnelle est pratiquée au Mali et elle a montré ses preuves dans le traitement de plusieurs pathologies. Les acteurs de ce secteur, à travers leur fédération, célèbrent ce 31 août la journée africaine de la médecine traditionnelle. C'est pour échanger sur l'état de l'évolution du traitement traditionnel au Mali. Durant cette journée, nous allons écouter 3 interventions, à savoir médecine traditionnelle et sécurité du patient, la propriété intellectuelle, marque, dessin, modèle, indication géographique, cadre de la médecine traditionnelle. Évolution, l'état de lié du VIH-Sida et la tuberculose au Mali pour la mise à niveau des tradipraticiens de santé dans la lutte contre ces maladies. Le thème au centre de la 21e édition de cette journée est la contribution de la médecine traditionnelle à la santé holistique et au bien-être pour tous. Ce thème n'est pas fortuit. Il y a quelques jours, le Conseil national de transition a effectivement adopté les textes de l'Institut national de médecine traditionnelle pour renforcer évidemment la recherche, non seulement opérationnelle et appliquée, et pour renforcer aussi le renforcement des capacités dans ce domaine. C'est avec vous, comme on l'a dit, chacun compte dans ce secteur, pour que la santé soit possible pour chaque Malien, partout où il se trouve. Cette journée est organisée en collaboration avec le département en charge de la médecine traditionnelle, un département engagé auprès des thérapeutes et herboristes pour mieux améliorer leurs conditions de travail.
Le 31 août est aussi reconnu au monde comme la journée du blog. Entendez là une page web créée et animée généralement par un seul individu, donc une forme de communication. À la faveur de la célébration de cette journée, notre reporter Awadit Makamara est allé à la rencontre d'un jeune blogueur qui a su imprimer ses marques dans les domaines. Il s'appelle Ibrahim Togola alias IB. Suivant. Entre le blog et Ibrahim Togola, c'est une question d'amour et de passion, un métier dont il a eu l'envie depuis le jeune âge. Son idole, son professeur de philosophie quand il faisait la terminale. Avant de venir dans le blogging, j'étais stagiaire comme enseignant de philosophie au lycée, donc c'est par là que mon mentor m'a orienté vers le blogging, comme il disait que j'aimais lire et écrire. Donc ça, c'était 2019. Déjà, quand j'ai fait sa découverte, c'était juste un garçon très sérieux et très intelligent. C'est quelqu'un qui se fait remarquer un peu par son intelligence et sa discipline. Et déjà, il faut reconnaître que c'est quelqu'un de très timide. Aujourd'hui, le voir en train de parler sur les réseaux sociaux, on pense que c'est chose facile. Mais à la base, en classe, ce n'est pas un élève qu'on voit tout de suite. Il m'a fallu 1 ou 2 devoirs pour reconnaître que voilà, c'est un gars qui est là. En cette journée de célébration de la Journée internationale du blogging, sous une fine pluie à 7 heures, nous voici à son domicile à Sirakoro-Meguetana en commune 6 du district de Bamako. Un domicile qui lui sert également de cadre de travail. Sur son blog, il touche presque à tout. Le sport, la culture, la politique et j'en passe. À travers sa page Facebook, il a conquis des milliers d'utilisateurs devenus ses fans. Ibrahim émet l'idée, filme, monte et ensuite le publie sur sa page. Le concept se nomme le vlog. Aujourd'hui, les vidéos sont le contenu le plus consommé. Et au Mali, quand on prend la population entière, on comprend que la majorité de la population ne savent pas lire en réalité. Donc, il faut changer de technique. Donc, c'est là est venue l'idée du vlogging, de faire des vidéos pour que les gens puissent consommer les vidéos, les gens puissent avoir de l'information à travers le monde. Je suis de près tout ce qu'il fait, tout ce qu'il partage comme vidéo sur les réseaux sociaux et je partage également à ma petite communauté. Gagner de l'argent avec son blog, c'est subvenir à ses besoins et pouvoir couvrir les dépenses par cette seule activité. C'est le cas de Ibrahim. Je vis du blogging et du vlogging parce que depuis que j'ai commencé, j'ai arrêté toute activité qui était en parallèle. Le blog, pour rappel, est une nouvelle forme de communication sur Internet qui a plusieurs avantages. Depuis quelques jours, Tombouctou fait la une de certains médias et des réseaux sociaux. Des informations relatives à un blocus sur la ville, des rejets d'obus et l'occupation des Bers. Pour rassurer la population, la presse était face au commandant des zones de la défense numéro 5 qui a expliqué l'occupation de Bers. Yéya Tandina. Rassurer les populations sur les questions sécuritaires à Tombouctou, l'évolution de la situation sur le terrain et les dispositions en cours après l'occupation de Bers par les FAMA sont entre autres les sujets abordés par le commandant de la zone de défense numéro 5 au cours d'un point de presse. Il s'agit pour l'officier en charge de la sécurité des 2 régions Tombouctou et Todani de stopper les rumeurs relatives à un blocus sur la ville, l'étouffement de la ville et le déplacement des populations. Après cette défaite militaire sur le terrain, que l'ennemi a perçue comme une humiliation, ne s'attendant pas à quitter Bers, l'ennemi s'est adonné maintenant à une campagne médiatique, une véritable politique de communication, par les messages vocaux qui circulent sur les réseaux sociaux, par les intoxications, par les menaces contre les populations, par les tirs indirects des obus. Ces arguments du colonel ont été soutenus par les autorités locales de Bers, les transporteurs et commerçants sur le terrain qui confirment l'approvisionnement correct de la ville en denrées de nécessité. Avec toutes les conduites vraiment d'une armée républicaine. Donc je voudrais d'abord les remercier vraiment de nous avoir libérés. Vraiment Bers, puisqu'on a combien d'années, vraiment Bers n'existe pas. Les locaux du communal ont été occupés, les écoles ont été occupées, les lieux du chef d'arrondissement ont été occupés. Et même c'est très sale avec des multiples drapeaux là et puis multicolores là qu'on n'a jamais reconnus. Chez nous, si les camions sont garés, c'est parce qu'il n'y a pas de route. La route de l'Éré Tombouctou est enclavée, il y a de l'eau là-dedans, donc
Ce n'est pas notre première fois et chaque année aussi c'est comme ça. Voilà tout simplement le blocage que nous, nos transporteurs, ils ont. Et du côté de Bambara-Moudé, l'autre jour, on a évoqué ce problème avec le même commandant de zone. Ce qu'il nous a dit, c'est vraiment pertinent parce qu'il nous disait que ça ne relève pas de leurs compétences. Mais ça aussi, les pourparlers sont en train de faire dans cette route pour qu'on puisse décongestionner le problème qui se trouve de ce côté. Nous vous rassurons que nous sommes à votre disposition. L'approvisionnement de la ville se fera correctement. Tous les grands responsables des commerçants, on les a touchés. Les transporteurs, des stratégies sont mises en place, aussi bien dans la ville de Tombouctou que partout dans le secteur. Même dans la lisière en dehors de la ville, les opérations sont déclenchées et sont en cours et qui portent déjà des fruits. Ces actions seront renforcées dans les principales villes, sur les principaux axes d'approvisionnement, en accord avec les commerçants et avec les transporteurs. Et tout se passera très bien. Les villes de Taoudeni et de Tombouctou seront très bien approvisionnées. En conclusion, il est ressorti que la ville est bien approvisionnée, mais butée à des spéculations portées par les commerçants. Une assurance a été donnée par le commandement militaire de traquer l'ennemi dans son dernier retranchement, partout dans les deux régions. Visite de prise de contact du directeur général de la gendarmerie nationale à Kayes. Objectif, échanger et s'imprégner des conditions de vie et de travail des agents des unités de gendarmerie de la région. Kansoutou Kanouté. Dès son arrivée dans la cité des rails, le directeur général de la gendarmerie nationale du Mali a effectué quelques visites. Il s'est d'abord rendu chez le chef de l'exécutif régional, puis au camp Mamadou Lamine Dramé, avant d'aller saluer les notabilités. À l'issue de ces visites, le patron de la gendarmerie nationale du Mali a rencontré, en compagnie du gouverneur, les commandants des unités de gendarmerie de la région. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la concertation annuelle des gendarmes pour l'exercice de commandement. Le pays même compte sur la région de Kayes, donc nous devons faire en sorte que Kayes puisse être sécurisé et Kayes puisse pleinement apporter sa contribution dans le budget national ou aussi dans le soutien aux autres régions qui sont en difficulté. Je les ai enfin invités vraiment à faire attention car on nous fait parvenir parfois des cas de tracasserie routière. C'est l'occasion idoine pour moi de passer ces messages-là aussi et d'éviter que les populations puissent régulièrement se plaindre de cette tracasserie. Puisque nous comptons beaucoup sur la population parce que c'est cette population qui contribue à nous donner des informations sur l'ennemi. Il y a des missions qui sont liées à l'existence de l'État, telles que la sécurisation du territoire, la protection des populations et la sécurisation des institutions. Au-delà, il y a des missions spécifiques aux gendarmes également, telles que la police administrative, qui sont toutes les mesures prises pour éviter qu'il y ait un trouble à l'ordre public, et également la police judiciaire. Après, on leur a demandé également de mettre l'accent sur la discipline. Après avoir accompli avec satisfaction cette concertation annuelle avec les chefs des unités de la gendarmerie de la région, le patron de la gendarmerie nationale du Mali a procédé à des visites, dont la brigade de gendarmerie de Kayes et le poste de contrôle de Papara, les brigades de gendarmerie et leur poste de contrôle à Djamou, Guina et Sadiola, ainsi que la SEMOS SA et le fort de Médine. Partout où il est passé, il n'a pas manqué de féliciter l'ensemble des forces de défense et de sécurité pour tous les sacrifices qu'elles font pour assurer la sécurité des populations. Nous avons reçu les félicitations, les encouragements, mais aussi les consignes fermes des plus hautes autorités du Mali à travers le directeur général de la gendarmerie. Il a insisté sur la cohésion entre les forces de défense et de sécurité. On a échangé avec les gendarmes des conditions de travail, des difficultés qu'ils ont et des propositions de solutions. Nous avons également dit aux gendarmes de tenir compte des nouvelles menaces et de ne pas tomber dans la routine parce que la région de Kayes, ce n'est pas une région sous pression des terroristes comme certaines régions. On leur a demandé d'être très très vigilants. Une rencontre avec les chefs des unités de gendarmerie région 2 a mis fin à cette visite du directeur général de la gendarmerie nationale du Mali à Kayes. Fin à Sikasso de la rencontre interrégionale initiée par le gouverneur des régions de Bougouni, Koutiala et Sikasso, soutenu par le projet Beni Bassiki mis en œuvre par Mercy Corps. Il s'agissait de créer un cadre d'échange et de concertation pour mettre en synergie les efforts de développement pour le bonheur des populations des trois régions. Sékou Konaté. Pendant 2 jours, les acteurs venus des trois régions, Bougouni, Koutiala et Sikasso, ont passé en revue les préoccupations majeures des différentes entités, les acquis, les défis auxquels ces régions font face au plan économique, social et culturel et proposer des pistes de solutions.
Un exercice harmonieusement mené qui a débouché sur la formulation d'importantes recommandations. Elles vont de l'effectivité de certaines directions régionales encore absentes dans les nouvelles régions au renforcement des ressources humaines en passant par une concertation permanente entre les acteurs et partenaires techniques et financiers pour une harmonisation des actions de développement, entre autres. Les recommandations ainsi formulées bénéficieront de l'appui des autorités compétentes au niveau régional, national et partenaires pour une meilleure mise en œuvre. Il reste entendu que cette rencontre, loin d'être à notre seul bénéfice, doit nous permettre de les porter et les partager avec les autres acteurs de développement des régions à tous les niveaux. Dès à présent, les autorités régionales des 3 régions, par ma voix, vous assurent de leur disponibilité à accompagner la mise en œuvre des recommandations issues du dit cadre. Rappelons que cette initiative que le gouverneur entend de pérenniser est soutenue par le projet Beni Bassigui, mis en œuvre par Mercy Corps avec l'appui de l'Union européenne et le gouvernement du Mali. Le nombre d'éléphants dans le Gourma est estimé à 316. C'est le résultat d'un comptage dans la réserve de la biosphère du Gourma malien réalisé le 15 juin 2023. La restitution du rapport, le comptage a eu lieu aujourd'hui au centre forestier de Tabakoro. Mamadou Fane. La crise socio-sécuritaire qui traverse le Mali a eu des conséquences tragiques sur la population des éléphants du Gourma déjà touchés par les différentes sécheresses que le pays a connues depuis les années 70. Pour leur préservation, il était important de connaître leur nombre et leur habitat. Un travail mené par Will Foundation et ses partenaires avec l'appui des services forestiers et des forces de défense et de sécurité du Mali. Nous sommes à un résultat de 316 individus dans le Gourma. Après ce comptage, ça donne au Mali l'idée globale de l'effectif qu'ils ont. L'opinion nationale et internationale suit avec un grand intérêt ces éléphants. Donc, il ne faut pas que dans 5 ans ou moins que ça, que ces chiffres chutent. On a eu à mener cette étude, ce comptage en juin avec notre partenaire Well Foundation. C'est extrêmement important pour nous parce que pour faire une bonne planification, il faut quand même connaître la matière. Donc si on ne connaît pas le nombre des éléphants du Gourma, ça va être extrêmement compliqué pour nous de faire les prévisions, de faire une gestion durable, de prévoir tout ce qui est investissement à l'endroit de ces éléphants. Pour atteindre ces résultats, les représentants des communautés, en particulier les écogardes, ont joué un rôle important qui est salué par l'ensemble des partenaires. Le pays a entrepris un certain nombre d'initiatives dans la zone du Gourma tendant à protéger les éléphants afin de répondre à ses obligations internationales. Ces initiatives ont été soutenues et consolidées dans la zone depuis 2001 par l'ONG internationale Will Foundation à travers une démarche holistique de mobilisation sociale des communautés partageant l'espace avec les éléphants dans le Gourma. Cette séance de restitution a réuni les services techniques de la direction des eaux et forêts, les agents forestiers de la zone du Gourma, les écogardes et les maires des communautés concernées. Traquer les malfaiteurs et autres criminels dans le cyberespace, c'est le credo du nouveau pôle judiciaire spécialisé contre la cybercriminalité. Ce dispositif judiciaire spécial qui a vu le jour en novembre 2022 est désormais dirigé par le magistrat Adama Coulibaly. Le pôle devra être, entre autres, déterminer les modalités de poursuite, d'instruction et de jugement dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité. Sur ce sujet, je vous propose d'écouter le procureur Adama Coulibaly. Il est l'invité de la semaine sur notre antenne. L'objectif recherché par la création du pôle, qui a compétence effectivement, comme je l'ai dit, exclusive en matière de cybercriminalité, ça veut dire que désormais, pour toutes les infractions sur le cyberespace,
notamment sur les autres lois que je viens de vous citer, à savoir le délit de presse, régime de presse, tout ce qui porte sur la cryptologie, les échanges électroniques et autres. Oui, effectivement, le pôle en République du Mali est le seul compétent. Mais c'est quand même beaucoup de travail. Le territoire national, il est vaste. Vous êtes un jeune dispositif judiciaire. De quels moyens est-ce que vous disposez pour couvrir tout le territoire? Est-ce que vous aurez des démembrements ou bien ce n'est pas nécessaire en la matière? Nécessairement, on aura des démembrements. C'est le tout. On est en phase de mise en place, comme vous l'avez constaté. Et le pôle dispose d'ores et déjà, ou disposera, si je peux appeler ça comme tel, d'une brigade spécialisée en matière de lutte contre la cybercriminalité, brigade qui sera composée d'experts en matière d'investigation numérique, en matière de téléphonie, entre autres. Et naturellement, il y aura des relais dans le reste du pays. Mais les activités seront centralisées au niveau du pôle qui siège effectivement à Bamako. L'invité de la semaine à suivre après le PMU Mali avec Yaya Konaté. En Afrique, les outils de travail constituent une représentation de notre être ou nos règles d'organisation de la société. Aujourd'hui, nous vous livrons l'exemple du métier du tisserand, un métier dont chaque outil utilisé correspond à une signification et une symbolique le plus souvent ignorée par les contemporains. La chronique Un jour, une formule s'est intéressée à ces sujets. Sori Ibrahima Keita. En Afrique, chaque métier qui se pratique est une conjugaison des composantes de la personne, dira le sociologue. Concept peut-être ésotérique a priori, mais qui se digère bien à la lumière des explications des initiés. Le nom de métier à tisserand, que ce soit chez les Malinké ou chez les Bamana, on l'appelle collet. Collet, en même temps, ça désigne une collectivité. Tout ce qui relève de la famille, pour un patriarche, et là, tous ceux qui sont ses descendants et qui vivent avec lui dans la famille étendue est appelé collet. C'est ce qu'on appelle son collet. Et c'est le même terme qui désigne le métier à tisser. Le métier du tisserand, à en croire les spécialistes, ce sont 11 outils et 3 mouvements. Parmi les premiers, la navette, la pedade, les plus connus des profanes, mais il en existe d'autres. Kongolo ye jumɛn ye a bɛ taa fini bila min kɔnɔ fo da in ɲɔgɔnna la kurunin ye jumɛn ye a bɛ mun fili ni kinimolo ye ni k'a minɛ ni numamolo ye kafa ye jumɛn ye a bɛ min kɛ ka gari gosi gosi k'a don ɲɔgɔn na miri ye jumɛn ye min don b'a sen na mangalanba ye nɛgɛbere min b'a kɛrɛfɛ nka nin kelen kelen bɛɛ b'a dama kuma fɔ. Les traîneaux symbolisent et les fils déposés symbolisent comme on appelle l'embryon. L'embryon, c'est ce qui est embryonnaire. Donc, en même temps, ça renvoie dans sa symbolique au placenta. Ensuite, on a les fils qui sont tendus entre le métier et le traîneau. Et ces fils-là, il y en a 2 sortes. Il y a le badjourou et le fadjourou. Ce qui symbolise aussi l'indéfectibilité des liens qui existent entre la personne et ses géniteurs. On a la lisse, qu'on appelle Niri, et qui fait le mouvement de haut en bas, ce qui symbolise Miri Nitasi, c'est-à-dire la réflexion et la pensée. Quand l'un est là, l'autre est en bas. On ne peut pas penser et réfléchir en même temps. On a les pédales. Ce C est également symbole du pouvoir. On a le kafa, le peigne, n'est-ce pas, qui est la force. Kafa, c'est prétendre à cette force-là, à cette force qui n'appartient qu'à Dieu. On a Kuruni, la petite pirogue, qui fait le va-et-vient de gauche à droite et qui est l'affirmation de cette complémentarité entre la femme et l'homme. Ça fait des choses qui sont tata. Follow. Uka fini donata ani
tem bifinitani koñota o be o bata bo sisan o chamantata de. C'est ça qu'on appelle très généralement les objets matériels de civilisation. Sans ces objets-là, on n'est pas civilisé. C'est ça notre civilisation. Donc la connaissance du métier à tisser permet de savoir que dans la société, il y a un cadre familial sans lequel il n'y a pas de progrès. Comme quoi, la connaissance de soi-même demeure la première, la plus importante de toutes. Le métier de tisserand en est une belle illustration qui en cache d'autres. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu nous assiste.